Ferdinand de Saussure, linguiste suisse, reconnu comme le précurseur du structuralisme linguistique, il s'est distingué par ses travaux sur les langues indo-européennes, estimé fondateur de la linguistique moderne, et les bases de la sémiologie, dans son cours de linguistique générale, publié en 1914 après sa mort par ses disciples. Peirce a élaboré une théorie sémiotique à la fois générale, triadique, et pragmatique. Une théorie générale qui envisage à la fois la vie émotionnelle, pratique, et intellectuelle, qui envisage toutes les composantes de la sémiotique, qui généralise le concept de signe. Une théorie triadique, qui repose sur 3 catégories philosophiques, la priméité, la secondéité et la tiercéité, qui met en relation 3 termes, le signe ou représentamen, l'objet et l'interprétant. Une théorie pragmatique, c'est-à-dire qui prend en considération le contexte de production et de réception des signes, qui définit le signe par son action sur l'interprète. La priméité est une conception de l'être indépendamment de toute autre chose. Ce serait, par exemple, le mode d'être d'une rougéité, avant que quelque chose dans l'univers fût rouge. Il s'agit donc d'une conception de l'être dans sa globalité, sa totalité, sans limite ni partie, sans cause ni effet. Une qualité est une pure potentialité abstraite. La priméité est de l'ordre du possible, elle est vécue dans une sorte d'instant intemporel. Elle correspond à la vie émotionnelle. Le représentamen peut être un quasi-signe, priméité, c'est-à-dire une qualité qui fonctionne comme signe. Il peut être un saint-signe, secondéité, c'est-à-dire une chose ou un événement spatio-temporellement déterminé qui fonctionne comme signe. Il peut être un légisigne, tiercéité, c'est-à-dire un signe conventionnel. Par exemple, les mots de passe, les insignes, les billets d'entrée à un spectacle, les signaux du code de la route, les mots de la langue sont des légisignes. Cependant, les légisignes ne peuvent agir qu'en se matérialisant, dans des saint-signes qui constituent des répliques. Ainsi, l'article est un légisigne, dans le système de la langue française. Mais il ne peut être employé, que par l'intermédiaire de la voix ou de l'écriture qui le matérialise. Matérialisé dans des saint-signes, des occurrences, qui occupent des positions spatio-temporelles différentes, il comprend également des quasi-signes, comme l'intonation dans la réplique orale, ou la forme des lettres dans la réplique écrite. Un représentamen peut renvoyer à son objet selon la priméité, la secondéité ou la tiercéité, c'est-à-dire par un rapport de similarité, de contiguïté contextuelle ou de loi. Suivant cette trichotomie, le signe est appelé respectivement 1. Une icône, 2. Un indice ou 3. Un symbole. Un signe renvoie à son objet de façon iconique lorsqu'il ressemble à son objet. Le représentamen d'une icône peut être un quasi-signe, un saint-signe ou un légisigne. Par exemple, le sentiment, quasi-signe, produit par l'exécution d'un morceau de musique, est l'icône de ce morceau de musique. Le portrait d'une personne, saint-signe, est l'icône de cette personne, et une maquette, saint-signe, est l'icône d'un bâtiment construit ou à construire. Le dessin d'un verre, saint-signe, est l'icône d'un verre, mais placé sur une caisse. Il entre dans le code des pictogrammes, et devient une réplique du légisigne qui signifie fragile, en représentant iconiquement une espèce, un verre, du genre, les objets fragiles. Un signe renvoie à son objet de manière indicielle lorsqu'il est réellement affecté par cet objet. Ainsi, la position d'une girouette est causée par la direction du vent, elle en est l'indice. Un coup frappé à la porte est l'indice d'une visite. Le symptôme d'une maladie est l'indice de cette maladie. Le représentamen d'un indice ne peut pas être un quasi-signe, car il n'y a dans la priméité que du même, pas de contiguïté contextuelle. Un quasi-signe est donc toujours iconique, voire plus loin, la hiérarchie des catégories. Le représentamen d'un indice peut être un saint-signe,
comme dans les exemples ci-dessus, ou un léger-signe, comme certains mots de la langue appelés embrayeurs, ceci, je, ici. Un signe est un symbole lorsqu'il renvoie à son objet en vertu d'une loi. Un mot de passe, un ticket d'entrée, un spectacle, un billet de banque, les mots de la langue sont des symboles. La règle symbolique peut avoir été formulée a priori, par convention, ou s'être constituée a posteriori, par habitude culturelle. Le représentamen d'un symbole est nécessairement un léger-signe, mais celui-ci ne peut réellement agir qu'en se matérialisant dans une réplique, et le symbole implique dès lors un indice. Ainsi, dans le code de la route, le feu rouge en général est un léger-signe symbolique, mais chacune de ces répliques en contexte constitue un signe indiciel. Suivant la trichotomie de l'interprétant, le signe est appelé respectivement un rème, priméité, un dicisigne ou signe dissent, secondéité, et un argument ou raisonnement, tiercéité. L'interprétant rématique a une structure de priméité, il ne fait donc appel à rien d'autre, pour opérer la relation du représentamen, l'objet, qu'aux qualités du représentamen, qui sont aussi les qualités de toute une classe d'objets possibles. Le rème n'est ni vrai ni faux, il équivaut à une variable dans une fonction propositionnelle. Il fonctionne comme un blanc dans une formule, un vide à remplir pour répondre à un questionnaire, et rouge. Par exemple, le portrait d'une personne, sans autre indication, représente toute une classe d'objets possibles, les personnes ressemblant à ce portrait. Il s'agit d'un signe iconique rématique. Mais si le portrait est considéré dans un contexte, accompagné de l'indication du nom de la personne, par exemple sur un passeport, le niveau d'interprétation change. Nous passons à la secondéité, signe indiciel dissent. Le principe de la hiérarchie des catégories détermine 6 classes de processus sémiotiques rématiques, voire plus loin. Le dicisigne est un signe interprété au niveau de la secondéité. Il fonctionne comme une proposition logique, qui met en relation des constantes, un sujet, c'est-à-dire ce dont on parle, et un prédicat, c'est-à-dire ce qu'on en dit, et peut être vrai ou fausse. Par exemple, le portrait d'une personne, avec l'indication du nom de cette personne est un signe indiciel dissent. L'interprétant de ce signe correspond, en effet, à la proposition. Cette personne représentée est monsieur untel. Nous verrons plus loin que, en vertu de la hiérarchie des catégories, il existe 3 classes de signes dissent. Un dicisigne, avons-nous dit, est vrai ou faux, à la différence d'un rème qui n'est que possible, et n'a pas de valeur de vérité. Mais un dicisigne ne fournit pas de raison de sa vérité ou de sa fausseté, à la différence d'un argument qui aboutit à une conclusion en suivant un processus rationnel. L'argument interprète un signe au niveau de la tiercéité. Il formule la règle qui relie le représentamen et son objet. Un signe argumental a toujours, comme représentamen un léger-signe, et comme objet un symbole. On distingue cependant 3 types d'arguments selon la nature de la règle qui relie le représentamen à son objet. La règle peut être imposée au fait, déduction. Chaque fois qu'il y a un feu rouge, il y a un ordre de s'arrêter, ou résulter des faits. Induction. Chaque fois qu'il y a de la fumée, il y a du feu. L'argument peut aussi consister à découvrir, sous la forme d'une hypothèse, une règle susceptible d'expliquer un fait. Abduction. Peirce donne cet exemple d'abduction. Imaginons qu'en entrant dans une pièce, j'aperçoive sur la table une poignée de haricots blancs, et, à côté, un sac de haricots. Je constate que ce sac contient uniquement des haricots blancs. Je fais alors l'hypothèse que les haricots qui se trouvent sur la table proviennent de ce sac. L'abduction est un argument qui fait appel à la priméité. Pour formuler la règle, il s'agit d'une hypothèse, donc d'une règle possible, tandis que l'induction repose sur la secondéité. La règle découle de l'observation répétée de faits réels, contingents, et que la déduction appartient exclusivement à la tiercéité. La règle se justifie elle-même, en tant que règle. La hiérarchie des catégories. La priméité ne comprend qu'elle-même, tandis que la secondéité comprend la priméité, et que la tiercéité comprend à la fois la secondéité et la priméité. Il existe donc, dans le processus sémiotique, un principe de hiérarchie des catégories, selon lequel un représentamen, premier, ne peut renvoyer à un objet, second, d'une catégorie supérieure, et l'interprétant, troisième terme, ne peut, à son tour, appartenir à une catégorie supérieure, celle de l'objet. Par exemple, un signe, représentamen de catégorie 2, ne peut pas être un symbole, objet de catégorie 3, mais il peut être considéré comme une icône, objet de catégorie 1, ou un indice, objet de catégorie 2.
En tenant compte de la hiérarchie des catégories, on peut répertorier 10 modes de fonctionnement de la signification, que nous indiquons ci-dessous, avec un exemple pour chaque cas. R, O, I, indiquent respectivement le représentamen, l'objet et l'interprétant. 2 points. Les 10 modes de fonctionnement de la signification. 1. Un quasi-signe iconique crématique, un sentiment vague de peine. 2. Un saint-signe iconique rématique, une maquette. 2. Un saint-signe indiciel rématique, un cri spontané. 2. Deux saint-signes indiciels dissants, une girouette. 3. Un légisigne iconique rématique, une onomatopée, cocorico. 3. Un légisigne indiciel rématique, un embrayeur, ceci. 3. Deux légisignes indiciels dissants, un feu rouge en contexte. 3. Un légisigne symbolique rématique, un nom commun. 3. Deux légisigne symboliques dissants, une proposition. Il fait froid ici. 3. Légisigne symbolique argumentale, abduction. Il fait froid ici interprété comme une demande de fermer la fenêtre. Induction. Il n'y a pas de fumée sans feu. Déduction. Le feu rouge en général dans le code de la route. Le schéma qui suit présente l'articulation des catégories dans le processus sémiotique.